Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes également. Nous démarrons une nouvelle semaine de Confine Live. C'est déjà le numéro 24. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler. Enfin, le thème, c'est une histoire de record. Voilà, tout simplement parce que nous allons avoir d'un côté Yako, l'huile des records du monde, et Romain Dumas, c'est l'homme des records du monde. C'était le plus beau lien que j'ai trouvé pour démarrer cette émission. Voilà, donc soyez les bienvenus. Alors, pour parler de l'homme des records du monde, évidemment, très rapidement. On va parler de Pikes Peak, Nürburgring, Goodwood Festival, le mont chinois de Tianmen. On verra s'il arrive à trouver encore un autre record à battre. Il nous en dira un petit peu plus. Tout d'abord, j'accueille Mathieu qui va co-animer cette émission avec moi. Mathieu, bonjour. C'est à toi de présenter nos invités. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à nos invités. En effet, comme tu l'as dit, chez Confine Live, là, on attaque la cinquième semaine même chez Confine Live. On essaye de parler un petit peu de tout le monde et de donner la parole à tout le monde, que ce soit des pilotes, des team managers, des copilotes. Et il était important pour nous aussi de donner la parole à un acteur majeur du sport automobile en France, de par son application auprès de la FFSA, notamment des organisateurs, des pilotes et des teams. C'est la marque Yako qui sera représentée aujourd'hui par son président, Monsieur Eric Candelier. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour Président. Et donc Romain Dumas, clairement un des plus beaux palmarès du sport automobile français, double vainqueur des 24 heures du Mans de Spa, champion du monde d'endurance. La liste est très longue et on aura le temps de l'aborder pendant toute l'émission. Donc c'est monsieur Romain Dumas. Bonjour Romain. Salut, bonjour à tous. Salut Romain. Donc on peut déjà savoir un petit peu comment se passe très rapidement votre confinement. Président, comment ça se passe pour vous ? Écoutez, ça se passe les 15 premiers jours, j'ai eu l'impression de chevaucher un tigre venu d'Asie. Vous voyez ce que je veux dire ? Chaque journée nous amenait son lot de surprises, de difficultés. On avait pourtant bien anticipé dans notre groupe cette crise. On se disait qu'à un moment ou un autre, on serait obligé de mettre en place du télétravail, un certain nombre de dispositions pour prendre soin de la santé de nos collaborateurs et malgré tout ça, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une somme de choses auxquelles forcément on n'avait pas tout de suite pensé et ça nous a vraiment bien occupés pendant la première quinzaine de ce confinement. Là, aujourd'hui, les choses, elles sont malheureusement, je dirais, un peu en place, c'est-à-dire qu'en fait, avec le confinement, notre activité sur la France est plus que réduite. Nos clients, je le rappelle, sont des garagistes, des professionnels de la réparation automobile et aujourd'hui, pour la grande partie d'entre eux, malheureusement, ils sont fermés. Ils n'ont pas la possibilité de recevoir leurs clients. Je sais que la profession essaye de débloquer un petit peu la situation en ce moment en permettant sur cette fameuse autorisation de sortie d'avoir une rubrique qu'on puisse cocher pour aller amener sa voiture à l'entretien chez son garagiste, mais c'est pas gagné. Donc c'est un petit peu la difficulté à laquelle fait face toute la profession de l'automobile aujourd'hui. Donc ça me fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Je vous ai suivi. J'ai trouvé quand même le temps en fin de journée de regarder vos vidéos et puis je suis très heureux de retrouver Romain que je n'avais pas vu depuis, on s'était vu à Rétromobile et ça me fait toujours plaisir de le voir. C'est quelqu'un avec qui on partage d'excellents moments et puis comme vous l'avez dit, c'est un homme des records. Voilà. D'accord. Merci Président. Et toi, Romain, du coup, entre toutes les sollicitations de la part de tes employeurs sur des nouvelles méthodes de travail, de la communication, de l'entraînement, est-ce que tu arrives à prendre un petit peu de temps pour toi, pour ta famille et déjà, est-ce que vous êtes en bonne santé et c'est le principal ? Oui, déjà, on est tous en bonne santé. Je pense que c'est le principal. Pour moi, si vous voulez, c'est forcément un choc parce que ces 10 dernières années, voire un peu plus, depuis surtout que j'ai créé l'équipe à côté, je ne suis jamais chez moi. En plus, si on réfléchit un peu depuis 2009, à l'époque, j'ai alterné Audi et Porsche, et puis rapidement, maintenant, c'est Volkswagen et Porsche, plus les rallyes, etc. Donc, quand tu fais 2, voire 3, on pourrait dire gros employeurs dans l'année, tu n'as forcément pas beaucoup de temps. Donc, pour moi, d'arriver chez moi comme ça et de passer, je le dis en rigolant, mais c'est vrai, ça fait 18 ans que je suis avec ma compagne et pourtant, je n'ai jamais passé plus de 20 jours avec. Donc là, je suis pas mal parce qu'on en est quasiment à 40. Donc, on a quasiment Vous apprenez à vous connaître, Vous apprenez à vous connaître, du coup. Exactement. Mon fils a 6 ans aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais plus de 6 ans, mais
Je veux dire, par là, c'est pareil, à part l'été où on part 20 jours à chaque fois, maximum ensemble. Tout ça, c'est un petit peu nouveau, mais jusqu'à là, ça se passe plutôt vraiment bien. Je fais pas mal de choses, je fais beaucoup de sport et comme vous avez dit, il y a néanmoins pas mal de sollicitations médiatiques pour les constructeurs, que ce soit surtout Porsche et Volkswagen aussi, si mais maintenant, le 22 avril, donc dans quelques jours, pendant un jour, je vais devoir prendre leur page Instagram. Autant vous dire que je ne suis pas du tout fan de ce genre de truc, parce que jusqu'à là, quand tu n'as pas trop le temps, tu n'es pas trop adepte des réseaux sociaux. En tout cas, moi, donc j'ai quelqu'un qui l'a toujours fait pour moi. Donc là, je vais un peu changer de casquette. Peut-être que ça va pas marcher de la journée, d'ailleurs, c'est possible. Donc je ne sais pas, on verra, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Président, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous nous avez évoqué la situation, le travail, etc. Je crois savoir que ça redémarre un petit peu en Chine. On sait qu'en Chine, ils ont 2 mois d'avance sur nous. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure aujourd'hui ? Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'en France, on soit pour on est à l'arrêt encore. À l'arrêt. Par contre, on est très présent à l'export chez Yako. Il faut savoir que depuis maintenant quelques années, on a une forte part de notre chiffre d'affaires qui se réalise à l'export, et notamment en Asie. Et depuis maintenant quelques semaines, c'est reparti en Asie. Donc, on a des commandes qui reviennent de Hong Kong, de la Corée, de Taïwan, de la Chine. Et donc, ça alimente quand même notre activité. Bien évidemment, la France nous manque énormément parce que nos clients nous manquent. Et puis, on est vraiment dans une situation qui était impensable. On était bien loin d'imaginer qu'on vivrait cette situation un jour sur la France. Mais oui, effectivement, je confirme toute la planète n'est pas à l'arrêt, et notamment en Asie, les choses repartent. D'accord. D'un point de vue président, d'un point de vue sportif, il y a des décisions qui sont en train d'être prises par les différentes instances du sport, que ce soit du ministère, des fédérations. Quel est un peu votre avis, vous ? Alors, on entend parler un peu de tous les scénarios possibles, des années blanches, des championnats très raccourcis. Voilà. Quel est un peu l'avis du président Diaco là-dessus ? Écoutez, pour être tout à fait franc avec vous, je m'en suis préoccupé il y a une dizaine de jours. On a été la tête dans le guidon, vraiment très dans l'opérationnel, dans nos hommes, dans les problèmes RH, tout ce qu'il fallait mettre en œuvre dans cette situation. Et puis il y a une dizaine de jours, j'ai dit il faut quand même que je m'occupe aussi de nos partenariats et de nos partenaires. Et là, j'ai commencé à prendre des contacts. Je suivais bien évidemment l'actualité du sport automobile avec son flot malheureusement d'annulations, de reports, de difficultés. En fait, le paysage du sport auto, il y a beaucoup de nuages qui se sont accumulés ces dernières semaines. Et donc, j'ai pris contact il y a quelques jours avec la fédération, notamment, qui, elle, de son côté, travaille sur différents scénarios de reprise. D'ailleurs, je vois pas comment on pourrait faire autrement aujourd'hui, lorsqu'on est une fédération sportive, que d'entretenir un espoir pour l'ensemble des acteurs du sport automobile. Mais bien évidemment, il y a tout un ensemble de choses qu'elle ne maîtrise pas, que nous ne maîtrisons pas. Ce sera la façon dont s'opérera cette sortie de confinement. Là, on sait aujourd'hui qu'on y est jusqu'au 11 mai, que les grandes manifestations qui rassemblent plus d'une centaine de personnes ne pourront pas se tenir avant mi-juillet, mais on voit que déjà certains pays comme l'Allemagne sont partis sur le 31 août, alors que l'Allemagne, semble-t-il, sort du confinement avant nous. Donc, clairement, il y a beaucoup d'informations, voilà. Et puis chaque pays va peut-être un peu traiter ça de manière individuelle. Voilà. Président, très rapidement... Notre position par rapport à ça, c'est d'abord beaucoup d'écoute, d'humilité, de se dire qu'on n'a pas les solutions, mais par contre d'accompagner bien évidemment l'ensemble de nos partenaires et de les rassurer par rapport au fait que Yako déjà va s'en sortir, c'est clair. La pérennité de l'entreprise n'est pas mise en jeu par cette crise aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, dans l'ADN de la marque, il y a le sport auto et quelle que soit la manière dont on fera du sport dans les mois qui viennent, on y sera associé. Ok. Eric, c'est une question que je vais poser à Romain juste après, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un contrat avec une fédération, avec un partenaire, une épreuve sportive, est-ce que Yako et les grandes sociétés
ont-elles prévu une clause de prévoir ce qui était imprévisible? Voilà, je poserai la question à Romain après, lui aussi, par rapport à l'aspect sportif. Mais en tout cas, Jaco, tout d'abord. Alors, prévoir l'imprévisible, cette question est intéressante parce que la crise que nous vivons nous a permis de relire certains ouvrages, dont un qui est très réputé en matière de gestion de crise. C'est même l'ouvrage de référence. C'est un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années par Nicolas Taleb, qui s'appelle Le signe noir. Et le principe du signe noir, c'est justement l'événement imprévisible, celui dont personne ne pouvait penser qu'il puisse arriver et qui a des conséquences bien évidemment terribles sur l'environnement ou sur la vie et nos vies. Et c'est exactement le cas que nous avons rencontré avec cette crise Covid-19. Donc, on ne prévoit pas l'imprévisible, c'est clair. Le signe noir, jamais on ne peut le prévoir. Jusqu'au moment où on l'aperçoit la première fois, on pense que tous les signes sont blancs, que ça n'existe pas, le signe noir, et là, on l'a rencontré. Donc, non, dans les contrats, bien évidemment, on ne prévoit pas ce genre de clause, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat, d'abord, prévoit des clauses, mais c'est aussi un état d'esprit et c'est aussi une relation. Et en tout cas, Jaco, je dirais, dans la relation qu'il a avec ses partenaires, peut tenir compte des spécificités que nous traversons aujourd'hui. Nous avons des contrats pluriannuels, nous sommes engagés notamment dans les différents championnats au-delà de l'année 2020 et effectivement, en son temps, on se retrouvera avec nos partenaires pour évoquer la suite. On va en parler point par point. On a prévu de l'évoquer rapidement. Romain, toi, tu signes des contrats, mais ils te sont propres, personnels, avec des constructeurs. Est-ce que toi, alors, as-tu prévu l'imprévisible ou une année où il n'y a pas de course? Enfin, voilà. Comment ça peut se passer lors d'une signature de contrat? Bon, après, c'est un peu ce que dit Eric tout à l'heure. Je pense que déjà, il y a le fond et la forme, comme on dit toujours. Pourquoi ça? Moi, en tout cas, j'ai la chance que sur mes contrats, il n'y a pas, par exemple, avec Porsche, spécifié le nombre de courses. Okay. Donc, jusqu'à là, que je fasse une course, 5 courses, 10 courses, je vous rassure, comme j'ai toujours dit depuis 10 ans, les rallyes ne font pas partie de ce contrat. Donc, moi, ça ne me changera rien chez Porsche. À l'inverse, par exemple, chez Volkswagen, j'ai certaines épreuves définies dessus. C'est notamment Goodwood, c'est notamment quelques records, Sonoma, etc., etc. Si ces courses-là n'ont pas lieu, c'est logique que le contrat, à un moment donné, peut devenir, en tout cas, caduc. Caduc, ouais. Dès lors, même si le contrat est signé, moi, je vais avoir un autre gros problème, c'est que, on va en parler après, mais au mois de septembre, tout le monde veut faire des courses. Donc, de la Formule 1 au MotoGP, au rallye au rallye en France, au rallye régional, au Superbike et aux États-Unis. Néanmoins, et donc, tu sais que tu peux faire le Cévennes vendredi, samedi et le dimanche aller faire une course de côte, ça tu le sais. Mais ça, il y a plein de fois où je l'ai d'ores et déjà, où je le regarde et j'ai déjà eu fait d'ailleurs 2 dans le même week-end. Mais ça va être un vrai problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vais me retrouver peut-être face à une situation où le même week-end, je vais avoir des clashs de dates et puis là, qu'est-ce qu'on va faire du contrat? Ça, c'est une vraie question. Mais encore une fois, quel est le fond, quelle est la forme? Je pense que quand tu es depuis longtemps avec le même constructeur ou le même partenaire type Jaco, tu peux avoir une discussion forcément un petit peu différente. Et puis à toi aussi, si tu peux te le permettre, de comprendre que c'est facile pour personne actuellement. Donc tout le monde doit faire des efforts. Voilà. D'accord. Une petite question indiscrète, tu es à 84% de ton salaire comme la majorité des Français ou tu as réussi à maintenir tout ce qu'il fallait? Aujourd'hui, en tout cas, on ne m'a pas du tout demandé de faire des efforts, si on peut appeler ça comme le mot effort. Encore une fois, pourquoi? Parce que si je prends le cas Porsche, mes programmes, normalement, tout le monde aujourd'hui sort des calendriers pour faire les courses en juin, juillet, puis après finalement depuis hier, comme Eric l'a dit, les 24 heures de Spa qui sont au mois d'août ne peuvent plus avoir lieu, donc le promoteur dit on va le faire en septembre, donc tant mieux. Bon, le problème c'est que donc pour le moment on ne demande pas de faire d'efforts, mais en septembre, dans le même mois, il y a les 24 heures du Mans déjà, les 24 heures de Nürburgring en Allemagne, et peut-être maintenant les 24 heures de Spa. Donc autant vous dire qu'au bout d'un moment, on va être quand même bien fatigué. Ouais, ça va bloquer. Hein. moi, j'ai dit, mais sous forme de trait d'humour, à un moment, j'ai dit on va avoir un mois de septembre qui va durer jusqu'à décembre. Hein. C'est un peu
Et moi, avec humour, je dis qu'on espère que le Père Noël nous offre le calendrier de l'Avent pour avoir quelques dates supplémentaires. Voilà. Moi, j'avais une question pour Monsieur le Président, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. On a parlé des soutiens aux fédérations et aux différentes organisations, des championnats dans lesquels vous êtes impliqués. La question est un peu plus précise sur les pilotes. On sait que Yako a suivi et suit, et j'espère suivra très nombreux pilotes en rallye et dans différentes disciplines. Est-ce que la donne peut changer pour vous ? Alors, la donne, elle peut bien évidemment changer. C'est déjà au niveau du pilote lui-même. Quelles seront ses attentes? Quelle sera son envie? Quels seront ses moyens? Parce que très souvent, Yako, et la majeure partie du temps, n'intervient qu'en support. On n'est pas le principal bailleur de fonds. On est souvent ceux qui permettent de faire des choses parce que justement, étant là, d'autres partenaires viennent se greffer en disant bah voilà, il y a déjà Yako, donc autour de ça on peut construire quelque chose. Pour certains pilotes, ce sera peut-être compliqué entre guillemets d'envisager une reprise en 2020. Peut-être que leurs partenaires traditionnels auront été mis à mal par cette crise et n'auront plus les moyens ou les ressources pour les accompagner. Donc il y a tout un contexte bien évidemment qui va appeler à ce qu'on échange et on discute avec nos différents pilotes pour voir quels sont leurs souhaits, leurs attentes, leurs possibilités par rapport à ce qu'on avait prévu en début de saison. Romain, toi c'est pareil avec le RD Limited. On sait que tu soutiens quelques pilotes, Raphaël Astier, Pikes Peak, etc. Il y a de belles histoires vraiment où tu soutiens. Toi aussi, du coup, est-ce que il y a déjà de la réflexion à ce sujet-là? Tu vas continuer à les soutenir? En fait, la situation elle est claire. C'est que par chance, nous, on est je pourrais qualifier ça de petite structure, même si aujourd'hui on s'agrossit au fur et à mesure. En tout cas, on fait des énormes projets avec une petite structure. Donc moi, c'est ce qui me convient. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que on n'attend pas après ça pour vivre. Moi, le premier, je veux dire par là, je suis impliqué à 100% dans l'équipe avec mon associé Brice Gaillardon, qui est lui ingénieur chez BM, et moi, je suis donc, comme vous savez, chez Groupe Volkswagen. Donc, dans l'absolu, nous, on ne vit pas grâce à ça. Ce qui nous permet de réaliser tout ce qu'on fait autour. Donc la chance qu'on a, c'est que cette crise va toucher énormément plein d'équipes, de la petite équipe à la grosse équipe. S'il y en a qui me disent que ça ne va pas leur faire mal, écoutez, là, je conseille à tous les pilotes français de la planète d'aller rouler chez ces équipes. Ça veut dire qu'ils ont des fonds énormes. Mais à ce jour... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a acheté une Polo R5 en début d'année en se disant on va pouvoir peut-être la faire rouler avec un jeune dedans parce que moi ça me plaît sur quelques épreuves. Moi aussi j'aimerais en faire. Le problème c'est que moi si je m'écoutais, je ferais des rallyes tous les dimanches, mais j'ai pas le temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pikes Peak, c'est fin juillet maintenant. Est-ce que ça va avoir lieu? Vous vous rendez compte, aux États-Unis, c'est que le début de la crise. Alors, j'ai du mal à imaginer. Et vont-ils laisser rentrer les petits Français qui viennent battre les records et tout ça? Ça va être un bon prétexte. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, on parle dans le vent. Et les seuls vrais championnats, peut-être qu'il y aura, en tout cas dans mon idée, ça sera en priorité des championnats nationaux parce qu'il y a les problèmes des frontières. Est-ce qu'on va accepter les étrangers dans d'autres pays? Ce que je peux comprendre. Donc aujourd'hui, vous dire ce qu'il en est, nous on a du bol, c'est parce qu'à l'atelier, forcément, on monte des Porsche Groupe 4 pour l'historique en ce moment. On a le projet Dakar qui ressurgit. Moi, forcément, comme j'ai du temps et que je suis super actif toute la journée, je pense à ce qu'on pourrait faire demain matin. Donc on a du travail. On va l'évoquer, tout ça. On va l'évoquer. Très bien, merci. On a fait cette première partie. On voulait parler un petit peu de la situation économique et puis les décisions à prendre ou à ne pas prendre ou celles qui devront être prises dans quelques semaines. Voilà. Alors, Président, vous êtes un acteur principal, majeur de plusieurs championnats. On aimerait parler un petit peu de chacun d'eux. Et on va commencer avec le championnat de France Terre. Yako est omniprésent, avec d'ailleurs même un équipage, Thibaut Durbeck, la voiture aux couleurs Yako, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelques informations sur ce rallye Terre qui, lui, pour le moment, est déjà bien amputé? Les 3 premières épreuves n'auront probablement pas lieu.
Oui, ben, ce championnat, effectivement, aujourd'hui est en difficulté, tout au moins, on ne sait pas quand il va démarrer. Ouais. Et je pense que tous les organisateurs, à l'heure actuelle, doivent se pencher. Alors, le TER du Haut-Var a été déprogrammé et reprogrammé Au 10 août, hein, pour l'instant. Au au 10 août. 10 août pour l'instant. Est-ce qu'il sera l'entame de la saison ou est-ce que ce sera le Terre de Lozère. Lozère? On ne sait pas encore et c'est vrai que ça peut devenir assez compliqué pour ce championnat si on ne peut pas démarrer à partir du Haut-Var. Mais encore une fois, nous sommes partenaires du championnat terre, nous le serons encore l'année prochaine et effectivement, il faut qu'on essaye avec la fédération et les différents organisateurs de trouver des solutions pour permettre au maximum d'y croire et d'avoir un espoir de voir ce championnat démarrer cette année. Ok. Romain, toi, le championnat de France Terre, c'est quelque chose que tu aimes bien. Les épreuves sont autour d'Alès et tout ça. Bon, tu nous as parlé de l'acquisition de cette Polo R5. Bon, on va t'y voir au volant de cette voiture-là si une épreuve se fait, évidemment, si le calendrier le permet, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, on voulait vite que tu évoques le championnat de France Terre. Ouais, pour moi, oui, j'aimerais en faire, j'aimerais avoir le temps d'en faire, j'aimerais découvrir ça parce que j'en ai fait qu'une fois dans ma vie et puis ça avait l'impression en tout cas de me plaire. Maintenant, encore une fois, priorité encore pour, je dirais, quelques années. Il m'en reste moins à faire dans ma carrière que ce que j'ai fait, donc quelques années circuit avant d'enfin pouvoir s'amuser à 100% toute l'année sans pression, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, super, merci pour ta réponse. D'accord. Président, on va enchaîner avec un deuxième championnat qui vous tient à cœur et on le sait, c'est le championnat de France des rallyes juniors. On sait à quel point c'est important pour Yako d'aider les jeunes et la fédération dans toutes ces opérations. On abordera le rallye jeune rapidement après. Sur le championnat junior, on va pas revenir sur les problèmes de calendrier parce que on sait la même rengaine un peu que le championnat terre, mais c'est juste pour vous dire. Il y a une petite différence quand même, je pense, c'est que déjà il a démarré. Donc ça, c'est vrai. Il a démarré au Touquet et l'avantage de ce championnat, c'est que comme il est mixte terre et asphalte, je dirais, on a plus de chances finalement d'arriver à obtenir un nombre. Il suffit, à mesure que les épreuves sont annulées, de repositionner l'épreuve du junior sur une autre épreuve asphalte ou terre. Donc en fait, l'espoir de à mener à bien ce championnat junior, il est finalement plus important parce qu'on a plus de cartouches et plus d'opportunités de reprogrammer en changeant de rallye. Alors ça, c'est de mon point de vue. Maintenant, au niveau de la Fédé, c'est pas simple non plus puisque il y a beaucoup de formules de promotion. Elles sont inscrites depuis maintenant quelques mois. Mais ce championnat junior, il peut, à mon sens, être mené à bien, même si on redémarrait tardivement début septembre, on aurait malgré tout la possibilité, comme on a déjà une épreuve, on aurait la possibilité peut-être de le mener à bien. D'accord, merci, c'est tout à fait juste. Romain, je rebondis rapidement là-dessus. Alors, je ne veux pas parler de regret parce que quand on voit ta carrière en circuit, ça ne peut pas être un regret, mais si tu avais pu faire une formule promo, est-ce que c'est quelque chose qui. Voilà, si tu t'étais mis au rallye un peu plus tôt, si la voie avait été différente, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé, les formules de promotion en rallye? Je pense que j'ai toujours dit ça et il y a vraiment longtemps. Je me rappelle une conversation à l'époque avec le président de la fédération qui s'appelait Jacques Régis, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs, enfin il n'est plus président mais il est toujours là, car il était à la Ligue Languedoc-Roussillon et à l'époque Sébastien Loeb était en formule de promotion Citroën et moi j'étais en monoplace en circuit, donc il y avait les équipes de France et FFSA. Et j'avais dit, je pense qu'en rallye, un bon en formule de promotion peut rapidement se mettre en valeur et plus rapidement qu'en circuit, en tout cas, pouvoir atteindre le haut niveau. Ce qui a été le cas d'un Ogier ou d'un Loeb ou de jeunes, en tout cas en France, qui a on pourrait dire, une ascension météorite. En circuit, vous devez faire le volant F, la Formule Renault, la Formule 3, la GP2, vous avez beaucoup d'étapes. Et du coup, je pense que, en tout cas, ce genre de formule est de toute manière obligatoire
Ça vous apprend à être bon. Les meilleurs sont devant. Alors, il y a toujours des histoires, mais néanmoins, les meilleurs sont toujours devant. Et si tu arrives dans ces formules-là à te mettre en valeur, c'est pas pour rien. Et grosso modo, c'est comme un circuit. Si tu arrives à être dans une formule de promotion devant, c'est que tu es un bon, point barre. Donc, je pense que c'est obligatoire. Ok. Merci. Président, on passe encore à une autre. C'est une opération auquel Yako est présent également. C'est l'opération Rallye Jeune. Alors, on en a parlé dans notre émission de jeudi dernier. C'est un fleuron. C'est un fleuron du sport automobile français, du rallye entre autres. On a entendu différents managers comme Rallye Jeune. Nicolas Bernardi nous a confirmé qu'elle allait être reconduite. Là aussi, Yako garde un œil précis sur cette opération-là. Oui, bien évidemment, parce que en fait, Rallye Jeune, comme le championnat de France Junior, font partie d'un même dispositif qui permet, comme l'a dit Romain, de faire accéder au plus haut niveau des jeunes issus d'une opération de détection menée par la fédération. Donc c'est vraiment d'abord quelque chose qui est propre à la France, que beaucoup de pays nous envient. Je sais pour en avoir discuté avec des étrangers, ils sont vraiment très admiratifs de ce qui est mené comme action chez nous en France pour le rallye et pour l'accession des jeunes. Vous vous rendez compte qu'avec une simple inscription pour une somme très modique, on peut vivre un rêve qui est celui qu'a vécu Adrien Fourmeau en l'espace de quelques années, se retrouver en championnat du monde dans un team officiel avec M-Sport. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est une très belle opération et bien évidemment elle est maintenue. Nicolas Bernardi vous l'a dit et je sais qu'au niveau de la fédération on est très très attaché à cette opération. Romain, toi très rapidement, tu as remporté cette fameuse formule de détection. Alors je vais pas citer le nom de l'huile parce que ça va pas forcément plaire à notre président, mais parle-nous un petit peu de cette victoire-là à cette époque-là. C'est vraiment un tremplin. Oui, voilà, on parle de. C'était au siècle précédent, c'est ça le problème. Ouais, et tu payais en francs d'ailleurs à l'époque. Oui, alors j'ai eu la chance que je ne l'ai pas payé, à vrai dire, parce que j'avais gagné une compétition en karting et ça m'a été offert, pour tout vous dire. Et pour la faire courte, on aurait pu faire cette sélection au circuit du Castellet. Étant originaire du Gard, ça m'était quand même plus simple. Oui. Mais étant donné que c'était l'été, mes parents n'ont pas trouvé mieux qu'on allait faire au Mans en se disant ça nous fera des vacances. Donc, autant vous dire que bon, c'est quand même, c'est pas la Côte d'Azur le Mans. Donc, ne vous y trompez pas. Mais oui, c'était un super moment. Donc, c'était une sélection à l'époque très connue avec des pilotes qui ont beaucoup percé en circuit, les Sébastien voilà, Tréluyer, Cochet, Fassler. Enfin, on est en finale, il y avait 8 pilotes. À l'époque, moi, j'avais 16 ans et on n'avait pas le droit de s'entraîner avant en circuit. Il y en avait quelques-uns qui le faisaient néanmoins. Moi, j'étais issu d'une famille, on pourra peut-être en parler après, mais de rallyman amateurs. Et donc, mon père n'a pas trouvé mieux que de me dire, bon, je vais t'apprendre à conduire avec la 309 de rallye de l'époque. Et donc, pour tout vous dire, maintenant, il y a prescription. Plus de 25 ans après, on allait sur la route le soir et on roulait sur la route avec la voiture de rallye. Donc, autant vous dire que c'était quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai appris talon-pointe, etc. avec mon père à côté. Et avec la 309 que j'ai d'ailleurs cassée avant le volant. Donc, voilà. Donc... On a quelques photos, mais elle est encore entière. Hein. On y viendra tout à l'heure. D'accord, merci Romain. On va enchaîner avec une autre discipline, pareil, qui est un partenariat historique pour Yako, c'est le rallycross. On va l'aborder rapidement. Bon, clairement, le rallycross existe à travers Yako, on va pas se le cacher, et je suis bien placé pour le savoir. Voilà, c'est aussi une discipline qui tient à cœur à Yako, de manière, comme je l'ai dit, un peu historique, Président. Oui, c'est une discipline qui nous tient à cœur. Je sais que Romain, même à un moment, regardait ça un petit peu aussi. Et c'est une discipline qui est vraiment très attachante parce que il y a un public, un vrai public de passionnés qui suit ce championnat depuis des années. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ces dernières années, il est vraiment monté en gamme grâce au, je dirais, pilote de rallye, mondial.
Oui, alors pilote de rallye, aussi au fait que le mondial ait créé vraiment une aspiration aujourd'hui. Il y a eu une montée en gamme et ce championnat de France, avec ses belles épreuves, en a bénéficié. C'est indéniable. À la manœuvre, on a Jean-Jacques et son équipe qui ont vraiment beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Et puis cette année, ça nous laisse vraiment beaucoup de regrets parce que ils avaient réussi un tour de force qui était celui si on parle du junior, de mettre en place la nouvelle coupe avec la nouvelle Clio, et puis ensuite d'attirer une vingtaine de féminines sur les Twingo. Donc c'est vraiment une discipline qui est à part, avec une ambiance particulière, dans laquelle on est présent, Yako, depuis très longtemps. On y retrouve un public, alors malheureusement, de l'Ouest essentiellement. On arrive difficilement à étendre la discipline dans le Sud. Je pense que Romain, sur Alès, il y a eu des tentatives à une époque, il y a eu des choses, mais c'est vrai que si un jour on pouvait implanter un rallycross dans le Grand Sud, ça serait formidable pour la discipline. Je sais qu'il s'y emploie régulièrement, tous les responsables, mais c'est très compliqué. D'accord. Romain, on sait que tu as eu la chance d'essayer la Volkswagen, justement, la Polo de Christopherson et de Peter Solberg, que tu as failli faire l'OEAC. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cet essai et pourquoi ça ne s'était pas fait à l'époque Bon, en fait, l'essai, vous savez, quand vous faites des essais avec un constructeur, c'est rarement anodin, hein. Même si à la base, c'était pour me remercier pour Pikes Peak, c'était un petit peu... On s'était dit, bon, voilà, ça s'est bien passé là-bas, ce sera un peu un cadeau. Puis, en fait, rapidement, il y a eu cette histoire qui aurait dû avoir lieu de rallycross électrique. Donc, Volkswagen était très intéressé pour y aller. Donc, à un moment donné, il y a eu une discussion. Est-ce que ça pourrait m'intéresser de faire ça? Forcément, championnat du monde, électrique, Pikes Peak, Volkswagen, moi, j'ai dit oui, pourquoi pas, on va faire déjà un essai, voir si ça m'intéresse. On a fait un essai, effectivement, où j'ai roulé avec Christopherson et Solberg, qui s'est bien passé. Et puis, en fait, quelques jours après, et juste avant l'OEAC, pourtant là où j'étais engagé, Volkswagen a décidé de se retirer de ce championnat, enfin de ce futur championnat de rallycross électrique. Dès lors, il n'y avait plus trop, en tout cas pour eux, d'intérêt que je participe à cette course. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est dommage parce que je m'étais vraiment régalé. J'ai été rapide. Après les 2 derniers dixièmes qui me manquaient comparé à Christopherson, où Solberg était vraiment compliqué à trouver. D'ailleurs, je ne les avais pas trouvés. J'étais rapidement à 2 dixièmes, ce qui était bien. Tout le monde était très surpris. Par contre, après toute la journée, j'ai amélioré à des endroits, perdu à d'autres. Mais la voiture, c'était vraiment sympa. Ouais. Ok, merci. Président, un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est ce partenariat avec la Fédération française du sport automobile, M-Sport, et notamment donc Adrien Fourmeau sur sa campagne en mondial. Donc là aussi, je ne vais pas reposer la même question, il n'y a rien qui est remis en cause. On sait que Portugal, Sardaigne et probablement Finlande vont être reportés. On souhaite vraiment à Adrien de pouvoir les faire. Il n'espère, lui, que ça. Mais un petit mot, justement, sur ce partenariat et cet engagement dans une structure officielle, là, pour le coup. Hein. Oui, c'est un aboutissement, c'est beaucoup de travail. Là, je tiens à saluer l'engagement de Nicolas Bernardi, de toute l'équipe de la fédération, du président, qui ont soutenu cette initiative et qui ont permis effectivement que les choses se fassent. Mais rien n'aurait pu se faire sans aussi le soutien des autres partenaires. Michelin, qui est depuis le début très proche d'Adrien. Adrien a roulé Michelin et Ford depuis ses débuts, et aussi M-Sport avec en Malcolm Wilson quand même une personnalité, quelqu'un qui est un homme qui peut faire que les choses se fassent. Aujourd'hui, dans ce milieu du sport automobile, c'est vrai que quelqu'un comme Malcolm Wilson, parce que c'est un chef d'entreprise, parce qu'il est totalement indépendant, il a la possibilité à un moment de dire voilà, je crois en ce jeune pilote, j'ai envie de lui donner les moyens de s'exprimer, et c'est ce qui avait été décidé cette année concernant Adrien. Donc maintenant, encore une
fois, il faut attendre que les choses se fassent. Nous, on est soutien, engagé auprès d'Adrien. Quel que soit le moment où les choses repartiront, elles repartiront. Et il faut que tous ces jeunes pilotes, et même les moins jeunes, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile pour les Warriors qui sont en WRC aujourd'hui, d'être chez eux et faire du simulateur, il faut qu'ils se disent qu'au moment où ça va repartir, eh bien, on essaiera de profiter de ces instants qui nous sont chers. On va être très sport, un programme soutenu par GT2I qui est très cher à Romain Dumas. Voilà, je voulais quand même ne pas oublier de le noter. C'est vrai. Romain, tu as bien fait de le dire, Eric, j'avais oublié. Tu vois. Non, mais il n'y a aucun problème, aucun problème. Romain, alors toi, la Ford, c'est quelque chose à laquelle tu as goûté, 2013, le rallye d'Alsace, cette Ford WRC. Raconte-nous un petit peu cette expérience. Tu finis 10e au scratch. Oui, Romain. Ouais, ça y est, excusez-moi, je vous ai perdu, effectivement. Alors, tu évoquais 2013. Hein. Ouais, oui, la Ford Fiesta WRC. C'était pour moi, en tout cas, une très belle expérience. J'ai essayé la voiture la veille du rallye. On l'avait fait rouler, donc on l'avait loué à M-Sport, mais en fait, je connaissais Malcolm, moi, d'avant. Ouais. Et du coup, il me l'a loué et c'est moi-même qui l'ai fait rouler avec mon équipe, donc ce qui m'était cher aussi. Car je savais très bien que je n'allais pas non plus gagner, hein, je vous rassure. Donc, de le faire comme ça me plaisait parce qu'on apprenait quelque chose et moi encore plus. Et écoutez, c'était vraiment sympa. Bon, il avait plu pas mal de... Les conditions n'étaient pas terribles. Mais ma difficulté la plus grosse, en tout cas, c'était que je n'avais jamais fait de rallye de niveau championnat du monde, même si j'avais fait l'année d'avant avec la Mini. Et du coup, quand il fallait couper dans les virages, etc., je me rappelle qu'avec la pluie et la boue, c'était pas facile. Je faisais des très bons secteurs, mais jamais sur une spéciale, en tout cas complète. Dès qu'il fallait couper, etc., j'étais vraiment pas trop à l'aise. Ouais, là, c'est le pistard qui est pénalisé pour le coup. Hein, Après, je pense que ça aurait été peut-être quelques années après, avec la Porsche, en ayant fait plus de rallyes après ERC, championnat du monde, etc. J'ai acquis un peu plus d'expérience, quoi. Là, je faisais des rallyes championnat de France et régionaux à Aimé Porsche. Alors, arriver là-dedans, ça faisait un sacré step. Mais en tout cas, d'avoir fait 10e et tout, c'était sympa. Il n'y avait pas eu beaucoup d'abandon. Et je crois qu'une fois, j'avais fait un 6e temps ou 7e temps. Donc, j'étais plutôt satisfait. Je n'avais rien abîmé, en tout cas. Donc, c'était bien. Dans ces superbes aventures, il y en a un qu'on ne voudrait pas oublier, c'est Denis Giraudet. C'est quand même incroyable qu'il monte avec toi dans chaque aventure et nouveauté. Enfin voilà, on ne voulait pas l'oublier, Denis. Ce rallye-là, il était à tes côtés. Parle-nous vite fait de l'homme, très rapidement. L'homme, vous savez, c'est moi, déjà, je dis toujours, même si certains ne le croient pas vraiment, c'est sûr que je suis un compétiteur quand je fais le rallye, mais je fais toujours ça vraiment dans un esprit de passion. On en parlera sûrement plus tard, mais voilà. Et Denis, en fait, vous savez, la première fois que je l'ai vu, je faisais le rallye des Cévennes, un de mes premiers rallyes, j'étais en 1996, à moitié en panne. Et moi, je regardais Giraudet avec sa grande chevelure. Je me dis, celui-là, il a l'air plutôt prétentieux, ce type, etc. Et puis, en fait, il s'était couché sous la voiture avec moi au départ de Mars-au-Messas pour essayer de trouver un problème à ma voiture. Et je m'étais dit, le mec, il arrive de championnat du monde, quoi. Donc, et en fait, c'est quelqu'un, je pense, que vous ne connaissez pas dans le championnat de France des rallyes, quelqu'un d'autant passionné que lui. Vous imaginez pas, demandez-lui qui a gagné le Grand Prix de Formule 1 à Monza en 1975, il va vous le dire. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé au Dakar en 85, il va vous en parler. C'est une encyclopédie du sport automobile et c'est ce que j'adore. Après, c'est un ultra professionnel, c'est pour ça qu'il y est arrivé. Ouais. Il est motivé comme au premier jour. On se parle tout le temps. Hein. Il était à Pikes Peak l'année dernière. Enfin voilà, il fait vraiment partie de RD Limited et de moi en rallye. J'ai été capable de lui dire à un moment donné, tu vois moins bien les notes. Il a mis des lunettes. Vous voyez, c'est quand même pas facile de dire à quelqu'un qui a plus de 60 ans que d'un coup. Et pourtant, il est tellement motivé. Et l'année où on a fait le RGT contre Delecourt, il y a quelques saisons, il a été capable de perdre du poids et d'être tout mince pour gagner du poids, quoi. Et ça, voilà, je vous ai résumé Denis Giraudet, qui est juste une personne vraiment
vraiment attachante et incroyable. Le problème avec Denis, on le sait que si on l'invite, il n'y a pas de place pour les autres. On peut passer 2 heures avec lui. On est convaincu qu'il a plein d'anecdotes à nous raconter. Mais on promet quand même d'essayer, à un moment ou à un autre, d'avoir quelques dinosaures comme ça du rallye qui peuvent nous faire passer 2 heures agréables. Alors, très rapidement, le côté copilote, justement, on revient à la fameuse 309 que tu nous as évoquée. C'est ta seule expérience de copilote. Tu confirmes que tu n'auras pas essayé une deuxième fois? Ah non, jamais. Effectivement, là, j'ai je crois, 16 ans à peu près. À côté de papa. De mon père, exactement. C'était donc ma première licence, en fait. Donc voilà, ma première licence, bon, hormis les karting, on est d'accord, mais en voiture, c'était d'être copilote. Par chance, c'était un rallye à côté de chez nous, je crois, un régional. On était même à un moment donné en tête, on se battait avec Jean-François Mourgue qui avait une M3 Groupe A. Et par chance, le moteur à 309 a cassé. Et je peux vous assurer que j'y par chance parce que j'avais tellement peur que j'étais content que ça s'arrête. Voilà. On voit la plaque, tu avais le numéro 911 apparemment. Je ne sais pas si ça c'était voulu, mais bon, c'est pour l'anecdote. Très bien, merci beaucoup pour cette petite histoire. Eric, je crois que tu voulais clôturer sur les quelques autres disciplines que suivait Yako rapidement. Alors, on ne peut pas tous les prendre, on a envie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines. Et puis moi, je pense aussi à tous les visages que j'ai revus à l'occasion des émissions que vous avez réalisées Confine Live. Et je m'apercevais tout à l'heure que vraiment Yako, depuis quelques années, a été très proche de beaucoup de pilotes, de copilotes, même sur l'émission des copilotes. Je voyais Jérôme. C'est vrai que Jérôme, on a vécu une belle aventure avec lui. Donc voilà, non, je dirais, vous avez bien résumé tout à l'heure. On est une partie prenante. On est quelque part devenu depuis quelques années un acteur connu, reconnu dans le sport. Le championnat de France de la montagne avec Francis Dozière, on a vu en moto, on a vu même du offshore. On voit du offshore avec des Yako. On voit aussi du offshore. On essaye d'être un petit peu dans toutes les disciplines. On a aussi des records du monde en ULM, de vitesse en ULM, plus de 300 km/h en ULM. Donc on a fait des records l'année dernière sur le lac Salé aussi, avec une machine improbable réalisée par une équipe de fous passionnés, les triplettes de Bonneville. Donc on est vraiment dans toutes les disciplines. Dès qu'il y a des projets qui sont animés par des passionnés, dès qu'il y a de l'humain, des gens comme Romain par exemple, c'est sûr qu'il vous emmènerait. Et il nous a emmenés au bout du monde, c'est clair, plusieurs fois d'ailleurs. On va l'évoquer. On essaye de répondre présent. Alors, allez, Mathieu, c'est à toi. Non, mais je pense qu'on a essayé de résumer au mieux. Au mieux, mais comme le disait le président, c'est vrai que voilà, ils sont présents partout, donc c'est pas évident. Nous, on va faire un petit peu nos curieux. On voudrait savoir comment a débuté l'histoire Yako Romain Dumas. Ça nous intéresse, ça. Ça, c'est une belle question. Alors déjà, quand j'ai commencé les rallyes, bien souvent j'avais une Porsche aux couleurs Yako qui était contre moi, donc qui était pas, donc c'était en l'occurrence Gilles Nantais, qui était un sacré quand même pilote avec cette Porsche. Donc bien souvent je voyais ce sticker Yako ou qui partait devant moi ou derrière moi, mais jamais très loin de moi en tout cas. Donc voilà, et en fait un jour par relation, je suis rentré en contact avec Eric, voilà, exactement, c'était de mémoire, je pense, pour la première fois où on a dû gagner Pikes Peak, et ça a commencé comme ça, et voilà, et depuis, si vous voulez, c'est ce côté, comme Eric d'ailleurs l'a dit, c'est que mes projets sont certes à chaque fois malheureusement épisodiques, on pourrait dire, mais toujours un petit peu fous, et du coup, ils répondent toujours au présent. Donc, vous savez, quand vous avez un partenaire fidèle et qui est toujours là, en tout cas, vous pouvez bâtir des projets, et ça, c'est très important, en tout cas, dans ma situation, quoi. Romain, on sait que tu as emmené Yako justement sur Pikes Peak, la plus belle course du monde. On n'a pas tous la chance de pouvoir y aller, mais les images nous suffisent. Raphaël Asté a vraiment été énorme sur son émission et a réussi à nous transcrire un petit peu les émotions qu'il vivait. Eric, président, c'est une fierté, je pense, d'avoir les couleurs Yako sur cette course-là notamment.
Ah oui, c'est une fierté. Et puis, elle a été plusieurs fois renouvelée. Romain nous y a amené sur les machines de guerre qu'il a construites avec Norbert, parce qu'il faut quand même associer Oui. Norbert. Et puis, une équipe de passionnés. Romain parlait de. Je pense à quelqu'un, je pense vraiment beaucoup à lui en ce moment, c'est Christian Schmitter, qui t'accompagne depuis des années et qui, Et avec son Croisière Europe, hein. entreprise Ouais. Croisi Europe, aujourd'hui, doit être aussi, je dirais, un peu dans la tourmente parce que on voit bien que le secteur du tourisme, c'est pas simple. Et donc, à Pikes Peak, c'est vrai que Romain nous y a amené plusieurs fois avec des configurations à chaque fois qui étaient différentes, avec à chaque fois l'arrache, quoi. C'est clair, comme Romain, partant du Mans pour enchaîner, s'endormir et arriver pour reconnaître Pikes Peak, connaissant toutes les difficultés qu'on peut connaître là-bas, au milieu de rien, avec voilà une machine quand même qui est un prototype. Et puis après, on y est allé avec des autos fermées. Et l'année dernière, on a eu le bonheur de faire d'accompagner Raphaël. Et ça, c'est la fidélité de Romain aussi. Lui, il était avec un autre monstre, mais dans lequel il y a très peu d'huile, à vrai dire. Donc, il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais il a amené avec lui Raphaël et ce très beau projet avec cette Porsche qui était incroyable Ah ouais, ouais. et avec laquelle d'ailleurs il a failli Ah, il l'emporter. n'a pas manqué grand-chose, Ah hein. ouais, il n'a pas manqué grand-chose. Ça a été vraiment une très très belle. Oui, donc Pikes Peak pour nous c'est vraiment une grande fierté et on est très heureux. Et le Dakar aussi, je pense que On va Romain y en venir, parlera. Président. On va l'évoquer. Bon, Mathieu. merci, ouais, merci à tous les deux. On voulait forcément, c'est forcément un événement fort qui vous lie, donc on voulait en parler. On a une petite question décalée parce que c'est quand même un petit peu le thème de l'émission. Donc, président, vous n'allez pas y échapper. On vous offre chez Confine Live la possibilité de vous retrouver dans la peau de Romain Dumas pendant une semaine. Et quand je dis dans la peau de Romain Dumas, c'est avec tous ses talents et ses capacités de pilote. Et c'est même plus des capacités, c'est un talent. Quel événement, quelle course vous choisissez? Vous êtes Romain Dumas. Quelle course vous rêvez de faire? Voilà. Dans la peau de Romain, je pense que effectivement Pikes Peak, ça doit être, oui, c'est la course moi qui me paraît, enfin ça lui colle bien à la peau. Il a la côte, je pense, comme le rallye, c'est vraiment quelque chose dans lequel il s'exprime pleinement. Après, puisque la question est décalée et qu'on peut faire un peu Ouais. d'humour, c'est vrai que si je me retrouvais dans la peau de Romain, il serait quand même très très déformé à l'issue de la compétition, parce qu'on n'a pas vraiment le même gabarit tous les deux. Et je sais que c'est un grand sportif et qu'il le vivrait pas bien de se retrouver. Merci, Romain, merci président. ouais, merci. Romain, à ton tour, tu as évoqué justement tous ces projets où tu emmènes Yako avec toi. Alors, bon, allez, une avant-première, quel est le projet fou que tu as dans un petit coin de ta tête dont tu lui as pas parlé encore d'ailleurs? En fait, trouver des projets, si vous voulez. Un concours de pétanque, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais, si ça touche l'automobile, on va dire. Autant vous dire que je ne les trouve pas seuls déjà, même si j'y pense, on est plusieurs à réfléchir. J'ai de la chance depuis très longtemps d'avoir un groupe autour de moi de personnes, 3-4 gars qui sont toujours les mêmes. Et à chaque fois, on essaye de trouver ou des projets ou des idées, etc. Mais maintenant, on n'a quand même pas fait tout le tour, mais quasi. Donc, Okay. C'est un peu le problème. Alors, oui, le rallycross, par exemple, on l'a pas fait, même si ce n'est pas un truc qui est imminent, hein, on va dire. Mais c'est pour ça que ça m'aurait peut-être plu d'en faire. Mais disons que Pikes Peak, je ne dirais pas qu'on a fait le tour, parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné ou qu'on a le record qu'on va dire ça ne nous intéresse plus. Parce que pour moi, en toute sincérité, c'est une des plus belles courses du monde, y compris les 24 heures du Mans. Je veux dire, je n'ai pas fait le Grand Prix de Monaco de Formule 1, donc je ne peux pas vous dire comparé à ça. Pour toi, c'est la victoire suprême par rapport à une victoire aux 24 heures du Mans. Tu arrives à les mettre au même niveau ou pas? Alors, bien souvent, surtout en cette période de confinement, j'ai souvent cette question où les gens disent quelle est ta plus belle victoire? Ouais. Et j'ai toujours dit, je pense que le jour où j'arrêterai, peut-être que je serai capable de vous le dire. Aujourd'hui, je ne suis pas capable parce que pour moi, alors c'est je pense plus un défaut qu'une qualité, c'est que dès le moment où on travaille beaucoup et que l'on gagne, je trouverais ça presque
presque, je m'entends, attention, ne le prenez pas sur prétentieux, mais normal. À l'inverse, quand on perd, n'importe quoi, hein, que ce soit au Mans, que ce soit même aujourd'hui, même ayant déjà gagné le Mans, par exemple, si j'y vais et que je perds ou que je roule mal, c'est terrible pour s'en remettre. Donc, peut-être qu'une fois la carrière finie, je serais capable de vous dire, mais aujourd'hui, j'en sais rien, quoi. Ok, super. Très bien, on a passé ce petit moment plutôt agréable, il faut le dire. Romain, c'est toi qu'on va un petit peu viser dans les 2-3 prochains sujets. Alors, parle-nous de RD Limited, la situation. Donc, tu as des mécanos qui sont en chômage, tout. Est-ce qu'il y a assez de boulot justement pour les occuper encore au quotidien? Nous, vous savez, c'est une structure très petite, comme je vous ai déjà évoqué. On a de la chance, justement, dans cette période terrible, d'être très petit. Donc, c'est 3 personnes, si vous voulez, qui travaillent là à plein temps. Et du travail, on en avait beaucoup en retard. Donc, mon atelier, ça va vous faire rêver. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu une discussion avec FX de Maison, peut-être que vous connaissez en tout cas. Ingénieur chez Volkswagen pour les projets Volkswagen, et 10 minutes après, je m'occupais d'un faisceau de 306 Maxi qu'on est en train de monter. et puis après, on a parlé de Porsche Groupe 4, quoi. Donc, moi, si vous voulez, étant surpassionné, l'atelier, on ne manque pas de travail. Et comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est que cet atelier n'est pas primordial, en tout cas pour moi. Et du coup, on a assez de boulot, en tout cas, pour occuper tout le monde. Et les prochains projets vont arriver rapidement. Je pense notamment au Dakar, où je travaille fort dessus pour essayer de repartir. Et autant vous dire que quand le Dakar repart pour une petite structure comme ça, quand vous créez votre propre voiture ou que vous la modifiez, là, on ne parle pas de faire rouler une Polo R5 ou des R5 qui, pour moi, sont plus dans un format de, si vous allez chez Speedy ou chez Midas sans faire publicité, vous montez des pièces. Non, là, vous devez commencer à créer quelque chose. Donc là, ça vous prend beaucoup plus de temps. Et en ayant FX de Maison, l'Apollo R5, en fait, il n'y a pas trop de secret pour lui. Oui, non, c'est sûr. Mais je vous rassure, en ce moment, on est plus à des voitures avec des batteries que des Polo R5. Okay. Mais en tout cas, dès que j'ai une question, je sais à qui la poser. Ça, c'est sûr. Ok, super. Merci Romain. On va reparler de boulot un peu du coup. Là. Comme tu l'as dit, c'était un petit peu les plaisirs extra. On va parler de boulot et les 24 heures du Mans, forcément, décalé en septembre. Est-ce que dans la préparation, le changement d'époque, de période, au niveau notamment de la nuit qui va arriver plus tôt, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre préparation ? Préparation physique, aucune. Je pense que de toute manière, dans tous les cas de figure, il faudra faire ce tour d'horloge. Après, je pense que, j'espère en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on parle de fin septembre, j'espère que la course aura lieu, dans tous les cas. Moi, j'ai été le premier à un moment donné à dire, mais même si fin septembre, on n'en est pas sûr, j'espère que ça sera repoussé à plus tard. Pourquoi ? Parce que vous savez, vous avez le Monte Carlo, c'est sur la glace, et puis vous avez... le rallye de Sardaigne, vous avez le Portugal et voilà, et la Finlande. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tout pilote. Donc, j'espère que le Mans, il y aura plus de nuit, il va faire plus froid. Les pneus, il ne faut pas oublier que ces pneus sont faits spécialement pour ces prototypes, comme en rallye. Dès le moment où vous n'avez pas la monte idéale, c'est compliqué. Alors là, autant vous dire, quand vous êtes à 350 km/h, que c'est un peu plus, c'est encore compliqué. Mais j'espère juste que la course va avoir lieu. Ça sera ma 20e participation. Ça fait un peu peur quand on dit ce chiffre, mais j'ai toujours envie d'y participer parce que ça reste la plus belle course d'endurance au monde et la plus belle course de l'année, quoi. D'accord. Merci. Ok, merci. Justement, on voulait encore un peu évoquer ces 24 heures du Mans. Alors, tu as connu Audi, tu as connu la Porsche. Aujourd'hui, justement, en parlant d'électrique, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut prendre place sur les 24 heures du Mans, c'est-à-dire sur 24 heures, du coup ? Il y a eu à un moment donné quelques idées pour maintenant changer des batteries rapidement. Ça peut être possible actuellement, d'ores et déjà, c'est-à-dire un système de rack sous la voiture, etc. Après, recharger des batteries aussi rapidement que de mettre de l'essence, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, faire de la course, si vous voulez, au Mans, il y a un stand qu'on appelle le stand de l'innovation, le stand 56. Dire, quelqu'un va arriver avec une voiture électrique et puis s'arrêter tous les 3 tours, recharger pendant une demi-heure. Oui, c'est possible, mais il n'y a aucun intérêt, hormis faire du marketing, mais en tout cas,
aujourd'hui, je dirais non. Tiens, Romain, il y a quelque chose qui me revient. J'ai entendu parler de ça il y a quelques semaines. Tu as à un moment, à un autre, dans une voiture électrique, tu as subi un arc, je crois. Alors, tu me dis si c'est exact ou pas, si on peut en parler. Mais est-ce que toi, là, le pilote, vous vous sentez vraiment en sécurité là, dans ces voitures électriques? Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est déjà bien informé. Oui, il y a eu un petit... Je veux pas le côté dramatique, mais c'est quand même, il faut en parler. En tout cas, j'ai pas les cheveux qui se sont dressés, même c'est là, ils sont très longs et je dois aller chez le coiffeur. Mais oui, il y a eu un petit couac au début, en tout cas. Mais les voitures, en termes de sécurité, je pense, deviennent, en tout cas aujourd'hui, où sont, je veux dire, la Formule AI fait des courses tous les dimanches. Nous, on en a fait. On a même roulé sous la pluie l'année dernière à Goudou, d'une pluie battante, où là, je peux vous dire, c'est sûr que quand vous êtes au volant d'une voiture électrique avec autant de batteries autour de vous et qu'il pleut et qu'il y a un sticker sur votre droite avec un triangle, avec un arc électrique dessus, ça peut vous faire penser. Mais par chance, le pilote est un peu bête et quand il a le casque, il ne réfléchit pas trop et donc c'est parfait. Non, vous inquiétez pas, la voiture est fiable. Ok, super. D'accord. Du coup, c'était pas dans notre fil conducteur, mais je voudrais avoir l'avis un peu de Jaco sur l'évolution du sport auto qui tend indéniablement vers l'électrique. Quelle est la position un peu de Jaco, président ? Oui, alors indéniablement, je ne sais pas, parce qu'on parlait tout à l'heure du rallycross, il y a eu un aller-retour. On voit qu'en WRC, les choses vont passer d'abord par de l'hybridation et à mon sens, ce sera le cas aussi pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. L'électrique ne pourra pas se substituer à l'ensemble des besoins. Par contre, il est clair qu'au niveau auquel Romain aujourd'hui pratique le sport automobile avec un véhicule électrique, c'est assez fascinant de voir comment aujourd'hui il arrive à effacer des performances qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre avec ce type de véhicule. En quelques années, les progrès ont été considérables. Alors pour nous, il est clair que l'avènement du véhicule électrique dans le sport automobile va nous amener forcément à repenser, à reconsidérer la donne, parce que bien évidemment, dans le véhicule électrique aujourd'hui, hormis le refroidissement des batteries, il y a assez peu de fluide technique et surtout pas de lubrifiant moteur. Donc il est clair que pour une marque de lubrifiant, l'électrique, c'est pas forcément le meilleur vecteur de communication, même si on voit que certaines marques s'inscrivent malgré tout dans des compétitions électriques, puisqu'il reste parfois le moteur, enfin la boîte et le pont qui sont lubrifiés. Il y a une chaîne cinématique qui reste traditionnelle. Mais non, je tiens encore une fois à signaler les performances de Romain, même si effectivement je suis déçu maintenant qu'il fasse Pikes Peak en électrique. C'est quand même extrêmement impressionnant de voir ce qu'il réalise avec cette voiture du groupe Volkswagen. Ouais. Alors impressionnant, il est à peu près à chaque fois qu'il fait une sortie sur une liste engagée, sur une course. Moi, très rapidement, l'ADN Rally, c'est celui qui prend le dessus. Je pense, Romain, qu'on a à peu près compris ça. La Porsche, le RGT, le VHC, où tu as quelques voitures aussi. Voilà, parle-nous très rapidement un petit peu du lien de ces la Porsche de Rally et Romain Dumas. Bon, la Porsche de Rally, en fait, c'est la voiture qui m'a fait rêver quand j'étais tout gamin. Pourquoi ? Parce que mon père faisait des courses de côte à un moment donné chez les Almeras, quand il faisait le championnat d'Europe. Alors, c'est des photos que j'ai vues, j'étais pas né, début des années 70, 72, 75, etc. Et si vous voulez, moi, j'ai... Bon, déjà, je pense que c'est le secret pour personne, mais... surpassionné en étant gamin, à aller voir le col Saint-Pierre. Je peux vous raconter, je me vois partout sur un rail ou à Bagnols-Sabran, à tous les rallyes, etc. Et dès le moment où ma carrière a été après circuit lancée et plutôt assise, dans les années déjà 2008, j'avais gagné Sebring, j'avais gagné les États-Unis, etc. Porsche, au même moment, a sorti une Porsche de rallye 1996. Et sur un deal à l'époque avec le patron de Porsche Motorsport, ça a été OK, si je gagne le championnat,
j'utiliserai la voiture d'essai pour faire le rallye des Cévennes en ouvreur. Voilà comment est partie cette idée. L'ingénieur chez Porsche à l'époque était Roland Kousmol, ça parle à personne aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui a fait troisième au Paris-Dakar, qui était en assistance rapide au volant et qui était l'ingénieur chez Porsche et surtout le meilleur copain, et toujours d'ailleurs, de Walter Röhrl. Donc autant vous dire qu'on avait un vrai lien de discussion à tous les trois. Et 2008, donc j'ai fait l'ouverture de Rallye des Cévennes avec cette Porsche-là, jaune. Et puis voilà, c'est parti de là. Et puis mon père est garagiste, petit garagiste. J'ai dit, bon, mais je vais monter ma propre voiture, quoi. Là, c'est comme ça que c'est parti. Et depuis 2008. Tu te penches encore sur la réglementation RGT, là, qui empêche un peu de venir faire des petits rallyes en France. C'est quelque chose qui te chagrine ou pas? Je connais, si vous voulez, j'ai la réglementation RGT ou GT+, parce qu'on parle de RGT en France aujourd'hui, mais il n'y a rien d'RGT. RGT, si vous voulez, déjà, il vous faut une carte grise. Donc en France, on n'a pas besoin de carte grise. Donc des voitures peuvent courir. Donc toutes les Porsche, la plupart en France, on peut les appeler RGT, mais RGT, ça veut dire que vous pouvez courir un championnat du monde. Donc il vous faut une carte grise. Donc là, on parle déjà de quelque chose, un non-sens. Donc oui, je connais en long, en large, en travers le règlement FIA et le règlement français, ce qui m'a valu à un moment donné pas mal de quiproquos contre mes pourrait dire adversaires, mais moi, vous écoutez la technique sur une Porsche ou les règlements, je peux vous assurer que depuis une dizaine d'années, je connais plutôt pas mal. Ok, super. Allez, on voulait parler de ça vite fait. Merci. Bon, dernier projet, on l'a abordé tout au long de l'émission, donc on se doute que c'est quelque chose qui te tient à cœur, Romain, c'est le Dakar, donc une année qui a été un peu une participation en 2020, du coup, un peu mitigée, alors pour toi, mais une réussite quand même pour l'équipe avec la deuxième voiture qui a rallié l'arrivée. Est-ce que c'est clairement un rêve pour toi de gagner cette épreuve? Alors ça, c'est un peu une histoire un peu bizarre, le Dakar pour moi. En fait, première année que je participe, il y a 3-4 ans, c'était pour une fondation, le mécénat chirurgie cardiaque, pour aider des gamins qui étaient atteints de maladies cardiaques, donc, grâce à la Matmut à l'époque, avec qui j'avais de très bonnes relations, puis j'ai même couru pour eux un circuit. Et puis je me suis dit, bon, je fais la première année un peu comme un rallye, si vous voulez. Pareil, très passionné, quand j'étais gamin avec mon frère, on regardait le Dakar tous les soirs, etc. Et après est arrivée l'idée de Peugeot. Deuxième année, ça a fini 20e, Yako est sur la voiture. Troisième année, Yako est sur la voiture, on finit 8e, donc sans jamais s'entraîner, finir 8e en tirant Carlos Sainz pendant 2 heures, j'aurais pu finir 5e. Donc on commence à se prendre un petit peu, se prendre au jeu. À un moment donné, chez Peugeot, il y a peut-être une idée que je fasse pas. Donc voilà, et puis finalement, j'ai qu'une victoire qui me manque en circuit, qui est Daytona, qui est au mois de janvier et que j'arrive pas à attraper. J'ai fini 3e il y a 2 ans. Donc je dis, je vais essayer de gagner Daytona et le Dakar, on verra quand je serai plus vieux. Et puis en fait, avec l'équipe, comme on manquait de projet, j'ai dit, on va essayer de faire notre propre idée pour le Dakar. Voilà. Donc le Dakar, je ne sais pas si c'est quelque chose que je gagnerai un jour. En tout cas, j'en suis très loin parce que c'est quelque chose de spécialiste. Même si j'ai fini 8e il y a 2 ou 3 ans, je dirais qu'après, les 3 premiers sont des vrais spécialistes. Faut pas rêver, vous le voyez cette année avec Alonso qui a fait des milliers et des milliers de kilomètres d'essais. Il en est à l'équivalent d'avoir fait 5 Dakar, par exemple. Donc, c'est une autre spécialité. Et pour finir cette page-là, 2 voitures engagées cette année, une qui a terminé et la mienne qui a brûlé d'entrée de jeu suite à un problème de réservoir. C'était une énorme pour nous catastrophe. Sincèrement, hormis, bon, forcément, une voiture qui brûle, ça fait peur, hein, surtout quand vous êtes dedans. Mais pas tant ça, autant d'énergie, etc., de partenaires autour, de gens qui t'aident. Les derniers mois, à travailler à 17 personnes à l'atelier pour finir ça. Et puis, comme on dit, partir tout en fumée aussi rapidement. Heureusement que la deuxième voiture a fini. Mais pour vous dire, demain matin, j'ai rendez-vous à 6h du matin pour la charger sur une remorque et on va aller faire des essais dès la semaine prochaine à la deuxième voiture. Alors oui, on est confiné en France, mais sur un aérodrome privé, etc., on fera des essais la semaine prochaine quelque part, je vous le dis déjà. Ok, bon, super. Voilà, merci, on a passé 1 heure ensemble, on aurait pu encore rajouter au moins encore une. Merci beaucoup. Président, gardez la foi. On a besoin de vous en sport mécanique en général.
Et voilà, on espère évidemment avoir de bonnes nouvelles très bientôt. Romain, merci, tu as été généreux, mais ça, on n'en doutait pas une seule seconde. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas, tous, de nous avoir suivis. Je laisse le mot de la fin à Mathieu. Ouais, Eric, tu as tout dit. Un grand merci à toi, Eric. Un grand merci, Président. Un grand merci, Romain. C'était une émission très intéressante. J'ai moi-même appris beaucoup de choses. Donc, merci, messieurs, de ne pas avoir compté vos anecdotes et vos histoires. C'était un réel plaisir. Un grand merci à l'équipe technique en régie qui nous permet de travailler, de diffuser, de proposer ce produit fini, Confine Live. Et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de Rallycross. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.